Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue de nouveau encore dans notre magazine Entretien Vision 26, un magazine qui couvre les activités des différents secteurs de notre pays et qui projette son regard vers le personnes excellent dans leurs domaines respectifs. Notre invité d'aujourd'hui, il est le président d'un regroupement politique au nom de Force du Changement. Il est également président de COFIC, qui est compagnie financière des crédits. Sans oublier, il fit le candidat présidentiel aux élections de 2018. Là, je souligne, il s'agit bien de Dr Noël Tchani. Avant de lui donner la parole, je vous prie d'abord de suivre son portrait détaillé et retrouvons-nous juste après. Entretien Vision 26 reçoit Dr Noël Tchani. Né le 25 décembre 1957 en Gandajika, dans la province orientale du Kasaï en RDC, il a servi à la Banque mondiale en tant que directeur des pays et du secteur privé et financier. Président du regroupement politique Force du Changement, où à son sein on retrouve plus de 40 partis politiques et autres structures, ancien candidat à la présidentielle de 2018, président de la COFIC, compagnie financière et des crédits. Monsieur Tchani avait auparavant travaillé pendant 6 ans en tant que chargé de prêt international chez JP Morgan Chase à New York. Grâce à son parcours professionnel et politique, cela a suscité notre curiosité. Suivez Entretien de Grace Kapinga et Dr Tchani. Bonjour Dr Noël, merci de répondre positivement à notre invitation. Merci de me recevoir à Magic Télévision. Précisément dans notre émission Entretien Vision 26, qui est là pour promouvoir une image positive de nos 26 provinces. Dr Tchani, notre entretien d'aujourd'hui va se baser sur les actualités brillantes en République démocratique du Congo. On va parler aussi de l'économie. Vu que vous êtes un économiste, comment booster notre économie pour soigner un peu l'image de notre monnaie qui est peut-être un échec. 22 ans aujourd'hui, franc congolais fait aux mains. Sur le plan monétaire, il n'a pas plus de la valeur. Mais avant de commencer, parlons d'abord actualité. Vous êtes président d'un regroupement politique au nom du Force des Changements. Parle-nous un peu de ce regroupement politique. Oui, effectivement, je suis président de la Force du Changement, un regroupement politique reconnu par le ministère de l'Intérieur qui a toutes les autorisations pour fonctionner normalement en République démocratique du Congo. Pourquoi nous avons créé la Force du Changement? Nous avons fait le constat que la République démocratique du Congo a près de 777 partis politiques et regroupements politiques différents. Mais il est difficile de savoir quelles sont les valeurs que défend chacun de ces partis politiques. Pourquoi? Parce que tout le monde fait la politique de la même façon. Quand il y a un problème dans le pays, tout le monde va dans la rue, on fait des marches. Et quand on a terminé des marches, il y a des morts et on recommence demain de la même façon. Donc, mais quand on se pose la question, quelle est la vision réelle de chacun des partis politiques, il est difficile de dire que tel parti, voici les valeurs que défend ce parti-là. Nous avons créé la Force du Changement avec l'idée que nous allons faire la politique différemment par rapport à tous ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui. Nous voulons comme valeur l'intégrité, la moralité, c'est-à-dire que nous sommes totalement opposés à ce que j'appelle l'abus des biens publics, le détournement des fonds publics, la corruption, la prédation des ressources naturelles. Nous voulons comme valeur le travail. Aujourd'hui, 85% de la population congolaise se trouve au chômage. Ce n'est pas possible que le pays puisse se développer de cette façon-là. Nous voulons créer des conditions pour créer du travail pour tout le peuple congolais, afin que chacun puisse s'occuper et nourrir sa famille grâce aux fruits de son travail. Nous avons comme valeur
la justice sociale. C'est-à-dire non seulement mettre en place un état de droit dans le pays, un état de droit qui fonctionne, qui traite tous les citoyens congolais de la même façon, mais aussi une justice distributive dans la mesure où on ne peut pas accepter dans un pays où nous avons une petite minorité de gens très riches et une grande majorité de la population pauvre qui est complètement démunie, qui n'a rien même pour vivre, s'habiller ou bien subvenir à ses besoins essentiels. Nous avons comme valeur le patriotisme, le nationalisme. Nous voyons beaucoup de Congolais. Il suffit donc qu'un étranger vienne leur dire « on vous donne donc $1 million et vous allez commencer la rébellion quelque part » et ils se mettent donc à tirer sur leurs propres compatriotes, à faire la guerre pour des objectifs parfois qu'on ne connaît pas. Nous n'avons jamais fait de rébellion et nous n'avons jamais pris des armes, nous n'avons jamais causé la mort d'un seul Congolais. Nous voulons rassembler tous ceux qui voient des choses donc, comme nous. Donc voilà globalement ce que nous avons comme valeur de la force du changement. Alors qui peut être membre? Tout le monde peut être membre. Des individus, des Congolais ordinaires, des associations professionnelles, mais également des partis politiques peuvent adhérer à la force. Qui sont déjà membres de... Nous avons une quarantaine de partis politiques, je ne saurais pas vous donner toute la liste. Il y a tellement beaucoup de partis politiques et la plupart de ces partis sont des petits partis, sont des petits partis, mais nous avons une quarantaine de partis et associations qui sont membres de la force du changement et qui constituent en quelque sorte donc la base sur laquelle on s'appuie pour pouvoir donc élargir les activités de notre regroupement politique. Signalons à 2018, vous étiez le candidat, peut-on dire un candidat malheureux aux élections présidentielles. Qu'est-ce qui n'a pas exactement marché pour vous? Au fait, les gens commettent une erreur quand on m'appelle candidat malheureux. J'étais le candidat heureux aux sorties des élections de 2018 et celui qui avait gagné, c'est lui qui est le candidat malheureux. Vous savez pourquoi? Il a des manifestations sur le dos tous les jours. On a des citoyens qu'on tue tous les jours et on met cela sur son dos. On a le chômage qui continue à grimper, les travailleurs qui ne sont pas payés. Il a son directeur de cabinet qui a mis les mains dans les caisses de l'État, qu'on a arrêté, qu'on a mis en prison. Moi, je considère que le président Félix-Antoine Tshisekedi est très malheureux, là où il est. Mais moi, je suis heureux. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion d'observer maintenant comment un pays se gère. J'observe de très près ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi fait tous les jours. Je constate ce qu'il fait de bien, mais je constate aussi ce qu'il fait de mal. J'apprends de cette expérience-là. En réalité, je dors très bien. Je me réveille et je me dis, je suis en train d'écrire ma vision de développement, donc le plan Marshall en question, pour le développement de la RDC que j'actualise donc tous les jours. Donc, je me sens très heureux dans ma peau. Alors, maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2018? Vous savez que j'étais sorti du Congo comme un petit garçon, envoyé par le gouvernement de la RDC pour aller étudier à l'étranger. 1977. Je suis sorti, voilà. Donc, je suis sorti depuis ce temps pour aller étudier à l'étranger. J'ai étudié, j'ai terminé les études. J'ai obtenu tous les diplômes, y inclus les doctorats en sciences économiques à l'Université de Paris 9 Dauphine, mais également, j'ai même fait des études complémentaires, postdoctorales à l'Université de Harvard aux États-Unis. Après avoir terminé les études, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les banques commerciales et d'investissement à New York, mais également à la Banque mondiale à Washington pendant près de 40 ans. Alors, étant absent du pays, j'ai eu l'occasion de voir comment d'autres pays sont gérés, parce que j'ai travaillé sur les 5 continents, sur 85 pays différents, en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, un peu partout en Europe. J'ai vu comment ces pays étaient gérés, j'ai appris beaucoup comment on développe les pays. Je me suis dit, parce que mon pays ne se développe pas tellement au profit du peuple congolais, je voudrais revenir pour faire la différence, gagner les élections présidentielles, mettre une bonne équipe de gens ensemble, en place, mobiliser tous les Congolais et développer le Congo au profit de tous. J'arrive ici, après avoir été absent pendant 40 ans, les Congolais ne me connaissaient pas. Et j'ai senti que sur le terrain, on n'avait pas une véritable, ce que je peux dire, une véritable campagne électorale. Restons où les gens... terrain. Même votre plateforme ne vous a pas vraiment accompagné. Non, non, non. La plateforme a suivi le mot d'ordre que nous, on leur avait donné. Au lieu de gaspiller de l'argent dans une élection que je voyais à l'avance, on ne pouvait pas gagner. Il fallait qu'on prenne le temps, pendant cette période-là, de se faire connaître, d'installer la plateforme à travers le pays, et de se préparer pour l'avenir. Donc, on était conscient que les élections de 2018 ne pouvaient pas donner des résultats que nous, on souhaitait.
Nous avons osé et nous sommes plus connus aujourd'hui qu'avant 2018 et on se prépare pour les échéances dans l'avenir. D'ailleurs, quand j'avais posté qu'on allait vous recevoir, quelqu'un m'a dit, Madame Grasse pose à Dr Tchani cette question. Comment il comptait gouverner le Congo ou présider le Congo pendant que lui-même ne maîtrise même pas le Congo? Cette personne ne connaît pas Dr Noël Tchani Mwadjanvita. Et je voudrais lui dire que je connais le Congo mieux que la majorité des Congolais. Sinon, je vais vous dire quoi. Vous savez quoi? On peut connaître le Congo en étant dans la rue. Vous êtes à Limete, vous sortez tous les jours, vous allez à Limete, vous connaissez simplement Limete. Mais quand vous êtes en dehors, j'ai écrit 7 livres portant sur la République démocratique du Congo. Vous savez, quand on écrit un livre, on lit beaucoup, on parle avec des gens, on connaît ce qui se passe. Il n'y a personne dans ce pays qui connaît le Congo mieux que moi. Je connais la population, je connais l'économie, je connais le social, je connais la monnaie, je connais l'industrie, je connais le secteur privé, je connais les finances. J'ai des connaissances approfondies. Je suis en réalité spécialiste de la République démocratique du Congo. Si je n'étais pas congolais, vous savez, il y a des étrangers qui, quand ils écrivent un petit article sur la RDC, on les appelle experts en RDC. Ils sont supposés tout connaître. Je vous donne l'exemple. Colette Brackman en Belgique, il suffit qu'elle écrive un article, les gens considèrent qu'elle est experte en République démocratique du Congo. Moi, je connais la RDC mieux que Colette Brackman, mieux que quiconque que vous connaissez. Qui a écrit sur la RDC parce que je connais, j'ai été né ici, j'ai un intérêt personnel et j'ai écrit des livres, j'ai écrit des articles, j'ai étudié, j'ai vécu donc avec la population congolaise. Merci Dr Tchani. Signalons sur cet plateau, je suis en compagnie de Dr Tchani qui est le président d'un regroupement politique au nom de Force du Changement. Il est également président il fut l'ancien candidat à la présidentielle de 2018. Nous poursuivons avec notre entretien. Après cet échec de 2018, Dr Tchani, la vie politique continue. Quelle lecture faites-vous par rapport au pouvoir? Quelle lecture vous personnellement vous faites par rapport au gouvernement actuel? Oui, vous savez, après les élections de décembre 2018, moi, j'ai agi comme on agit dans des démocraties avancées. Je n'ai pas contesté les résultats. J'ai accepté la défaite et j'ai assumé la responsabilité. Et j'ai fait un discours public pour dire au peuple congolais, j'étais venu, je voulais être votre président. Malheureusement, ça n'a pas marché, vous n'avez pas voté massivement pour moi. Parce que vous n'avez pas rempli les critères. J'accepte la défaite et je soutiens, je reconnais celui qu'on a proclamé vainqueur et qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Une fois que j'ai fait cela, parce qu'il y a des contestations, donc je ne pouvais pas donc dire que c'est lui qui a gagné ou pas, mais moi, je suis parti avec la légalité. La légalité, ça veut dire qu'il y a une institution qui est mandatée d'organiser les élections qui s'appelle la CENI, et il y a une autre institution qu'on appelle la Cour constitutionnelle qui confirme les résultats. Quand on a proclamé les résultats, je n'avais aucun moyen personnellement de vérifier, de dire que le nombre de voix qu'on m'a attribué est correct ou pas. Mais cette institution-là, la CENI, a confié les résultats à la Cour constitutionnelle et l'a proclamé, le vainqueur a confirmé les résultats. Une fois que nous avons cela, moi personnellement, j'ai accepté la défaite. En acceptant la défaite, maintenant, je me suis dit, travaillons tous ensemble, regardons dans l'avenir pour développer la RDC ensemble. Si j'étais le président Félix-Antoine Tshisekedi, j'aurais fait quelque chose qui n'a jamais existé ici. Lesquels? J'aurais appelé tous les candidats à la présidence et je leur dirais, vous savez quoi, vous avez été mes concurrents, vous avez tous des ambitions pour diriger ce pays, vous êtes des enfants du Congo, venez, je vais vous mettre dans le gouvernement et nous allons travailler ensemble. Mais il travaille déjà avec les FCC et les CACH, le président est soutenu par ces... Je vais vous poser la question, il y a combien de candidats à la présidence qui étaient ses concurrents qui sont avec lui dans le gouvernement? Aucun. Donc ce n'est pas un véritable gouvernement d'union nationale où rassemble tout le monde. C'est le point de départ. Même Chadari qui est dans le FCC n'est pas membre de son gouvernement. Donc, mais il a sa façon de faire les choses. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Si j'étais à sa place, j'aurais amené tout le monde ensemble. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, nous avons encore Martin Fayoulou qui continue à faire du bruit donc dehors, à ne pas reconnaître ceci, cela. Si le président Félix-Antoine Tshisekedi lui avait tendu la main, je pense que la situation serait différente. Aujourd'hui, on ne serait pas dans la situation où les gens manifestent tout le temps dans les rues pour protester contre les actions du gouvernement. Donc,
Moi, je considère que quand on veut développer le pays, il faut rassembler tout le monde. Il faut éviter du désordre. Il faut qu'il y ait la paix sociale. Et pour avoir cette paix sociale-là, parfois, vous devez tendre la main à vos concurrents pour que vous puissiez donc travailler ensemble. Mais pour l'instant, cela n'est pas encore fait. Force du changement à côté du président, mais absent au gouvernement du président, cela est dit à quoi? Ben, ça dépend, je venais de dire tout à l'heure là que travailler avec le gouvernement, ça dépend de la volonté d'un individu, de la volonté du président de la République. S'il n'a pas appelé la force du changement, d'ailleurs pas simplement la force du changement, il y a 700 partis et regroupements politiques, il y avait 21 candidats. Le président de la République n'a appelé personne en dehors de sa famille politique qui est l'UDPS et de ses copains donc de Kingakati. Il n'a appelé personne d'autre donc à travailler donc avec eux et moi je respecte cela. Mais vous personnellement, vous êtes quand même parmi ceux qui ont accompagné le fait Etienne Tshisekedi pendant son campagne de 2006, dont vous avez quand même accompagné avec le somme de 1 million de dollars. 2011 plutôt. 2011, pardon, avec le somme de 1 million de dollars. Qu'est-ce qui n'a pas fait que le président actuel ne vous reconnaisse pas comme étant membre de la famille UDPS, entre parenthèses? Je ne peux pas parler pour le président actuel. Moi, je voudrais aussi que vous puissiez lui poser cette question-là, qu'il vous réponde. Mais je voudrais vous dire une chose, que ma contribution à l'UDPS ne s'est pas limitée simplement à donner de l'argent. J'étais la personne qui avait amené la lettre des 13 parlementaires à l'étranger. Lorsque on venait de... Avant même qu'on publie la lettre, le président Etienne Tshisekedi et le président Ngalo Lampandangila m'avait donné cette lettre-là à 8 allées vertes, la résidence donc d'Ngalo Lampandangila, donc à ma campagne, dans une enveloppe fermée. J'ai pris l'avion, je suis sorti et quand je suis parti en Europe, le problème a explosé au Congo. J'avais déjà la lettre qui était sortie du Congo. C'est moi qui l'ai donnée à la presse belge, notamment Colette Brackman et tous les autres. C'est comme ça que je connais Colette Brackman depuis ce temps-là. Donc, et tout le temps que Etienne Tshisekedi venait aux États-Unis. J'étais la personne qui le transportait parfois dans ma voiture, qui le conduisait dans des réunions avec les sénateurs, avec les parlementaires au département d'État. J'ai beaucoup fait pour l'UDPS, mais je ne demande rien en retour. Je l'ai fait pour la République démocratique du Congo et je suis content de l'avoir fait. Apparemment, vous êtes un peu désespéré par rapport à vos propos. C'est comme si l'UDPS vous devait un peu beaucoup, mais vous ne les sentez pas. Quelle lecture faites-vous par rapport à l'UDPS de Etienne Tshisekedi Mulumba et l'UDPS d'aujourd'hui? Je n'ai jamais dit que l'UDPS me doit beaucoup et que l'UDPS ne m'a pas donné ce que je mérite d'avoir. Pas du tout. Je ne parle pas comme ça et je ne raisonne pas comme ça. Pour moi, l'UDPS reste l'UDPS. C'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et moi, je connais l'UDPS dès le départ avec les 13 parlementaires. Et cette UDPS-là et son idéologie est restée la même. Les acteurs peuvent changer, mais l'UDPS reste donc une organisation politique qui a pigeon sur rue et qui est répandue partout en République démocratique du Congo. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que tout le monde puisse regarder dans la même direction. Malheureusement, il y a des groupuscules, des gens qui se font des guerres entre eux, mais ça, c'est une cuisine interne et je ne veux pas entrer dedans. Merci, docteur Noël Tchani. Comment jugez-vous, parlons d'état de droit aujourd'hui qui n'épargne personne. Vous, personnellement, comment jugez-vous l'implication du président Félix-Antoine Tshisekedi sur l'état de droit au pays? Bon, j'ai toujours, vous savez, dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, j'ai toujours estimé que notre pays, pour qu'il puisse réussir, a besoin de changer la gouvernance. Nous sommes des champions de la mauvaise gouvernance aujourd'hui, les champions de la corruption, de la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics, les conflits d'intérêts, toutes les antivaleurs qui font que le pays n'avance pas. Nous avons ces antivaleurs-là en République démocratique du Congo. Pour changer cet état des choses, il nous faut mettre en place un état de droit fonctionnel. Un état de droit fonctionnel veut dire traiter tous les citoyens congolais de la même façon et les tenir responsables de leurs actes. C'est-à-dire, vous mettez vos mains dans les caisses de l'État, on vous amène devant la barre, on vous juge, on vous trouve coupable, vous êtes en prison comme tout le monde. Vous faites 20 ans, 30 ans, 40 ans de prison et quand vous sortez de là, vous n'allez plus jamais occuper une fonction publique. On va d'ailleurs s'assurer que... Non, je parle de l'état de droit d'une façon générale. On ne fait pas l'état de droit en fonction d'un individu. Ce que je dis là, vous regardez bien ce que je disais pendant la campagne, c'est la même chose. Donc, je dis toujours que c'est lui qui fait mal à la République démocratique du Congo. On l'arrête, on le juge, on le trouve coupable, on le met en prison.
Et on s'assure qu'il va rester en prison suffisamment pendant longtemps pour que quand il sorte de là, avec les privations des droits civiques, il ne pourra plus occuper un poste sur le plan national, sur le plan politique. Donc, c'est ça l'état de droit. Mais cela ne doit pas être appliqué simplement à Vital Kamerhe. Ça doit s'appliquer à tous les citoyens congolais sans exception, qu'ils soient de l'UDPS, qu'ils soient de l'UNC, qu'ils soient du FCC ou qu'ils soient de tous les autres regroupements politiques. Vous mettez les mains dans les caisses de l'État, vous pratiquez les antivaleurs dans notre pays, on vous applique cet état de droit de façon rigoureuse. Donc, je salue donc le fait que le président de la République ne soit pas intervenu pour pouvoir, si je peux dire, donc, empiéter sur le fonctionnement de la justice quand il s'agissait donc du cas de Kamerhe. Et je voudrais saluer donc son attitude sur tous les autres cas qu'on amène au tribunal. Pourquoi? Parce que c'est ça que nous voulons pour que le Congo puisse marcher normalement. Merci, Dr Noël Tchani. Parlons d'abord de la démission du ministre de la Justice. Avez-vous apprécié cette décision? C'est une décision qui est venue très tard. Au fait, il n'a pas démissionné, il a été révoqué. Donc, il faut appeler chaque chose par son nom. Le ministre de la Justice s'est mal comporté. Il y a eu des cas de conflit d'intérêts. Il a reçu une demande de l'Assemblée nationale pour faire des commentaires sur les propositions de loi. Et la demande ne lui était pas adressée à lui, la demande était adressée au gouvernement, d'ailleurs au Premier ministre qui lui a transmis cela. Et lui, il a répondu sans jamais dire au Premier ministre qu'il avait déjà répondu, sans jamais dire aux autres membres du gouvernement et surtout sans avoir récolté les avis du gouvernement. Et chose grave, il a répondu en disant « je suis d'accord avec ces projets de loi-là ». Or, ces projets de loi lui donnaient, lui, le ministre de la Justice, plus de pouvoir. Et en quelque sorte violer la Constitution de la République. Donc, le fait d'avoir agi ainsi, c'était malhonnête. Et le fait d'avoir agi malhonnêtement ne garantissait pas qu'il pouvait donc dispenser la justice comme on souhaitait. Par conséquent, je suis très content que le président de la République ait pris une position très ferme à son égard. D'abord en le déconnectant de la vidéoconférence pour qu'il ne puisse plus participer aux réunions du Conseil des ministres. À partir de ce moment-là, vous allez appeler ça démission. Ce n'est pas une démission, il a été révoqué. Et il dit qu'il n'a pas démérité, donc dans son allocution, si, il a démérité. Il s'est comporté de façon malhonnête en tant que ministre de la Justice. Il ne méritait plus donc de faire partie du gouvernement. Quelles sont les relations que vous entretenez avec le FCC, Force du Changement? La Force du Changement n'a pas de relation avec le FCC en tant que regroupement. Je traite le FCC comme tous les autres partis politiques, regroupements politiques du pays. Il y a des bons et des mauvais, mais globalement, ce sont des gens qui ont géré le pays pendant les 22 dernières années et qui ont causé beaucoup de tort à notre pays. Je connais des cas individuels de personnes qui sont mes amis personnels, mais sur le plan politique, nous n'avons pas la même vision pour le développement du Congo. Ils sont des champions de la corruption, ils sont des champions des détournements de fonds publics, les champions de la prédation des ressources naturelles. Ils violent les droits humains, ils ont été impliqués donc, dans les massacres de beaucoup de nos compatriotes. Je ne partage pas ces valeurs-là. Donc la Force du Changement, comme je vous ai dit, nous sommes un regroupement politique propre, qui n'a jamais mis ses mains dans les caisses de l'État et qui n'a jamais causé la mort d'un seul de nos compatriotes. Un regroupement politique qui veut rassembler tous ceux qui veulent développer la RDC, mais pas ceux qui veulent s'enrichir sur le dos du peuple congolais. Dr Noël Tchani, soutenez-vous également le chef de l'État sur la nomination de son obédience politique? En ce qui concerne le ministère de la Justice, mon raisonnement est celui-ci. C'est qu'un chef d'État, pour mener à bien le fonctionnement normal d'un pays, doit pouvoir avoir la main sur ce qu'on appelle des ministères régaliens. Et les ministères régaliens sont les suivants: l'intérieur, la défense, les affaires étrangères, la justice. Est-ce qu'il y a un autre ministère que j'ai oublié? Donc au moins ces 4 ministères, et je dirais même les finances. Les finances. Personnellement, je ne suis pas d'accord que certains de ces ministères régaliens aient été confiés à un parti politique ou un regroupement politique qui est concurrent au regroupement politique du chef de l'État. Par rapport, les accords là, ça ne nous engage pas. Okay? Ce sont des accords qui ne nous engagent pas du tout. Nous, ce qui nous engage en tant que peuple congolais, c'est la Constitution. Donc si quelqu'un va signer des accords avec ses copains donc à côté, ça ne nous engage pas. On ne peut pas être tenu par ça. Donc j'aurais souhaité que tous les ministères régaliens reviennent au chef de l'État. Maintenant qu'il y a une opportunité, que le ministre de la Justice
a été forcé donc de démissionner. Je considère que le chef de l'État ne devrait plus remettre ce ministère-là au FCC, qui a démontré d'ailleurs qu'il se comporte avec des conflits d'intérêts. Le FCC, tout le comportement du ministre de la Justice était dicté par la volonté d'assurer l'impunité aux gens du FCC qui ont commis des crimes, des détournements de fonds publics, qui ont détourné des ressources naturelles, qui ont fait la prédation des ressources naturelles. Donc on ne va pas leur remettre encore donc, dans cette position pour qu'ils continuent donc la même politique de conflit d'intérêts. Personnellement, je recommande au chef de l'État d'assumer ses responsabilités, de regarder son copain de Kinkangati dans les yeux et de lui dire: ce temps-là est passé. Maintenant, je vais nommer un ministre de la Justice qui va me permettre de mettre en place un état de droit fonctionnel. Merci, Dr Noël Tchani. Signalons que Dr Noël Tchani est aussi haut fonctionnaire de la Banque mondiale depuis plus de 25 ans. Comment peut-on procéder pour relancer l'économie en RDC, Dr Noël Tchani? Quelle lecture faites-vous sur notre économie? La RDC est assise sur une contradiction, plusieurs contradictions. D'un côté, nous avons un pays très riche en ressources naturelles, les terres arables, nous avons des potentialités touristiques, de la pêche et de l'élevage, nous avons les mines, mais de l'autre côté, nous avons une population qui est très pauvre. Pourquoi? Parce que le pays a été mal géré. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à la situation où nous sommes aujourd'hui le pays le plus pauvre du monde, l'un des pays les plus pauvres du monde, avec 85%, je dis bien 85% de la population active au chômage, sans infrastructure, avec moins de 10% de la population ayant accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunications. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à cette situation-là? Combinaison de facteurs. 1, insécurité généralisée sur l'ensemble du territoire national. Tous les jours, nous nous réveillons avec des rebelles qui tirent sur des citoyens et qui empêchent qu'on puisse investir donc dans ces zones-là. 2, mauvaise gouvernance. Toutes les ressources publiques sont privatisées ici. L'argent n'entre pas dans les caisses de l'État au point où le budget de l'État est l'un des plus faibles d'Afrique. Nous avons un budget qui tourne entre 4 milliards de dollars et 11,8 milliards de dollars. Mais le pays avec un budget le plus élevé, c'est le Nigeria avec 581 milliards de dollars et l'Angola à côté avec 66 milliards de dollars. Donc, nous sommes très mal gérés, on n'arrive pas à mobiliser les ressources publiques pour pouvoir les mettre dans les projets de développement et financer le développement. 3, nous n'avons pas réussi à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ces histoires d'accords-là, vous savez ce que ça veut dire un accord? Un accord, ça veut dire que vous, on se met ensemble, on se dit que le ministère, tel ministère, on doit, vous revient et vous désignez qui vous voulez, c'est-à-dire un membre de votre famille. Que ce membre de la famille soit compétent ou pas, vous ne regardez pas le reste de la République. Votre recherche pour trouver les personnes pour occuper ce ministère se limite à ce petit coin-là qui est votre famille politique ou famille biologique. Et ça ne donne pas à la RDC l'occasion de bénéficier de toutes les potentialités humaines, de toutes les compétences que nous avons. Maintenant, il y a ce que j'appelle le manque de vision. Quelle est la vision de développement que la RDC suit? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 60 ans plus tard, demandez aux Congolais, on travaille pour réaliser quoi? On ne sait pas. Si vous voulez changer tout ça, le point de départ, c'est de commencer par avoir un leadership visionnaire, éduqué, instruit, intègre. C'est ce qui nous a fait défaut jusqu'à présent. Je vous ai proposé, Dr Noël Tchani, moi j'invite et je remplis tous ces critères-là. 2, il faut qu'on arrive à pacifier tout le pays. Dans le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, le premier chapitre consiste à sécuriser l'ensemble du territoire national, restructurer l'armée, la police, les services de sécurité. Je constate que jusqu'à présent, depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi est là, ça prend du temps même à remplacer les généraux militaires. Moi, si je suis président de la République, je mets à la porte tous ceux qui se sont compromis dans la gestion du pays et qui ont fait le trafic d'armes et qui ont tué les citoyens congolais, que ce soit dans la police, les services de sécurité ou l'armée, je les remplace le jour suivant. Advienne que pourra. 3, maintenant, il faut doter le Congo d'une vision de développement. Le Congo n'a pas de vision de développement. Tout le monde parle, oh, on a la vision de tel, mais quand on leur demande la vision de tel, ils ne savent pas expliquer cette vision-là. Moi, je vous propose la vision de développement qui s'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC.
pour sortir le Congo du sous-développement, en faire un pays émergent en 15 ans, créant au passage des emplois, des opportunités pour tout le peuple congolais. Et comment on va le faire? On va développer l'agriculture, l'élevage et la pêche pour pouvoir assurer l'autosuffisance. C'est ça le problème, parce que le président a aussi promis beaucoup de choses. Ah, le président a promis beaucoup de choses. Moi, je vais vous dire la différence entre moi et tous les présidents congolais que vous avez connus. Moi, je suis un praticien du développement. Je l'ai fait ailleurs, plusieurs fois, avec des résultats probants. Et je vais vous donner quelques exemples. Allez aux îles du Cap-Vert. J'ai reçu ce matin un message du Premier ministre capverdien qui me dit, Dr Noël Tchani, on ne vous oubliera jamais. Nous avons développé le Cap-Vert qui est sorti qui est un petit pays sorti donc de la pauvreté pour devenir pays émergent. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, le PIB par habitant était de 170 $. Aujourd'hui, le PIB par habitant est de 8 000 $. En l'espace donc d'une vingtaine d'années. C'est un succès énorme. Je voudrais vous donner un deuxième exemple. La République du Sénégal. La force du changement, qui est mon livre, qui résume le plan Marshall, est préfacé par l'ancien président du Sénégal, Abdoul Diouf, qui m'a vu à l'œuvre chez lui. J'ai travaillé avec Abdoul Diouf et avec son successeur, Abdoulaye Wade. Ils m'ont vu à l'œuvre. Vous allez aujourd'hui le développement spectaculaire que vous voyez au Sénégal avec des infrastructures, des autoroutes partout, des chemins de fer, des aéroports modernes. Ce sont des idées de Noël Tchani. Et je l'ai fait et c'est vérifiable. Je voudrais vous donner un troisième exemple. Allez en Indonésie. L'Indonésie, c'est un pays qui est très semblable à la RDC. La taille du pays, c'est la moitié de la RDC. Ils font 1 200 000 km². Nous avons 2 342 000 km². L'Indonésie a une population de 265 millions d'habitants. 2 fois ou 3 fois plus la population donc, de la RDC. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, 65% de la population était au chômage. Aujourd'hui, le taux de chômage est de moins de 5%. C'est un cas de succès énorme. Je l'ai fait ailleurs. J'ai de l'expérience dans ce domaine. Il n'y a pas un autre Congolais qui a eu cette expérience-là. Si je l'ai fait ailleurs, je le ferai même mieux pour la République démocratique du Congo, mon pays. Merci, Dr Noël Tchani. Aujourd'hui, franc congolais à dépréciation monétaire, 22 ans d'anniversaire. Bilan négatif pour notre monnaie. Pour certains, c'est un échec. Dr Tchani, vous, en tant qu'économiste, comment voyez-vous le franc congolais? Oui, non seulement en tant qu'économiste, mais vous oubliez ou vous ne connaissez peut-être pas que je suis l'un des pères concepteurs du franc congolais. C'est moi qui avais en réalité conçu le franc congolais. Il peut y avoir d'autres personnes qui prétendent avoir conçu le franc congolais. Ils sont venus après moi. C'est moi qui avais conçu le franc congolais. Avec une équipe de Congolais autour d'eux. L'idée était de faire une monnaie aussi bonne que le dollar et l'euro. Mais la monnaie... C'est la dollarisation qui domine tout. J'arrive. Là, le problème a été à plusieurs niveaux. Le premier problème, c'est que ceux qui étaient en charge de la gestion de la monnaie ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils font. La banque centrale doit être une banque centrale, pas une caisse pour les politiciens. Et notre banque centrale fonctionne comme étant une caisse pour les politiciens. La preuve, tout le monde peut me comprendre aujourd'hui quand je parle. Lorsque M. Jamal arrive avec un contrat de 57 millions de dollars qui n'existe que de nom et qui n'est pas signé et qui n'a pas suivi les procédures, le directeur du cabinet du président prend le téléphone, appelle le ministre des Finances. Sans soubassement, le ministre des Finances donne instruction à la Banque centrale, le directeur du cabinet appelle le gouverneur de la Banque centrale, on sort l'argent du trésor public, 57 millions de dollars. Une banque centrale normale ne fonctionne pas comme ça. Une banque centrale normale aurait dû dire au directeur du cabinet, monsieur, vous savez quoi ? Nous vous aimons beaucoup, mais nous n'allons pas payer cette facture-là parce que dans le compte du trésor, il n'y a pas d'argent. Il avait dit ça et on lui a dit... la construction et on lui a dit... Il a dit ça et on lui a dit par la suite, non, utilisez même les réserves d'échange. Mais c'est très grave. Quand une banque centrale n'est pas à mesure de dire non à un politicien, ce n'est pas une banque centrale, c'est une boîte de Pandore. Vous comprenez? À cause de ça, on ne peut pas avoir une monnaie crédible. On ne peut pas avoir une monnaie qui conserve de la valeur. Et je voudrais vous expliquer maintenant pourquoi le franc congolais se déprécie tel que nous le voyons sur le marché. Vous savez, un pays gagne de l'argent quand on exporte, on vend des matières premières ou des produits finis à l'étranger. On vend, on gagne des devises étrangères. Les exportations congolaises, actuellement, ont baissé de 40%. Et les importations ont baissé de 30%
depuis les problèmes causés par la Covid-19. Exportations baissent de 40%, les importations baissent de 30%. Donc, les exportations ont baissé plus proportionnellement que les importations. Il y a donc un déficit commercial qui se dégage. Déficit commercial, ça veut dire que vous n'avez pas gagné de l'argent. Vous devez payer de l'argent aux autres que vous n'avez pas. Ça, c'est sur le compte extérieur, quand on regarde la balance commerciale. Maintenant, sur le compte intérieur, on regarde les opérations courantes de l'État, la masse salariale, l'enveloppe salariale, l'argent que l'État doit dégager chaque mois pour payer les salaires de tous les fonctionnaires de l'État, s'élève environ à 480 milliards de francs congolais par mois. Ça, c'est l'enveloppe salariale, c'est qu'on doit payer. Maintenant, on paye cet argent-là comment? En ayant les rentrées fiscales, en ayant les rentrées douanières, en regardant toutes les recettes publiques. Les recettes publiques s'élèvent par mois à 380 milliards de francs congolais. Donc, nous avons d'un côté la masse salariale qui est de 480 milliards de francs congolais par mois et toutes les recettes de l'État, les recettes publiques s'élèvent à 380 milliards de dollars de francs congolais. Il y a une différence de 100 milliards de francs congolais sur les opérations courantes de l'État. Vous voyez maintenant, c'est ce que j'appelle en anglais double jeopardy, c'est-à-dire naufrage double. Sur le compte extérieur, les importations dépassent les exportations maintenant, et sur le compte intérieur, la masse salariale, ce qu'on doit payer, dépasse les rentrées fiscales. La combinaison de ces deux-là crée un déficit énorme, un déficit de la balance commerciale, mais également des opérations, les opérations courantes de l'État. Quand on met les deux déficits ensemble, il faut qu'on les finance. Et la RDC les finance comment? D'une part, on utilise l'aide budgétaire qui est venue de la Banque mondiale du Fonds monétaire. Un pays ne peut pas fonctionner en payant des salaires, en utilisant l'aide extérieure qui vient de la Banque mondiale du Fonds monétaire. C'est un naufrage. Deuxième élément important, c'est qu'on finance ce déficit-là en demandant à la Banque centrale d'allumer sa machine à imprimer de l'argent, qu'on appelle l'hôtel des monnaies, la planche à billets. La planche à billets, ça veut dire qu'on fabrique plus de francs congolais que l'économie n'est en mesure de pouvoir soutenir. Par conséquent, la monnaie congolaise descend parce qu'il n'y a pas suffisamment de devises. L'offre de devises est inférieure à la demande de devises pour faire face au fonctionnement normal de l'économie. C'est ça qui cause la dépréciation accélérée de la monnaie. Que doit-on faire pour éviter ces dépréciations monétaires? La première des choses à faire, c'est qu'on doit être réaliste. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La Banque centrale aujourd'hui, elle a perdu toute crédibilité. Les autorités de la banque ne sont pas à mesure de gérer la monnaie congolaise. Il faut mettre fin à ça, il faut remplacer et le gouverneur, le premier vice-gouverneur, nommer un deuxième vice-gouverneur, nommer les membres du conseil d'administration de la banque, recommencer à zéro. C'est la première chose. La deuxième chose maintenant au niveau du gouvernement. Moi, je préconise qu'on puisse changer le Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, et reformer un gouvernement de mission réduit, pas 67 ministres. Je vous ai dit tout à l'heure que la masse salariale est très importante. Il faut réduire la masse salariale. Pour réduire la masse salariale, commençons par réduire le nombre de ministres. Restructurer donc le gouvernement, changer le Premier ministre, avoir un Premier ministre plus dynamique qui a de l'énergie par rapport à celui que nous avons aujourd'hui. Maintenant, en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, avec une nouvelle politique, orientation, vision économique, nous pouvons espérer donc faire tourner l'économie différemment par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Docteur Noël Tchani, quittons l'économie pour la CENI. La situation du pays se dégrade du jour au jour, de marche à marche. Pour quelle finalité? Vous, en tant que politicien, quelle lecture faites-vous sur le choix porté sur Rossard Malonda? Je l'avais déjà dit, Rossard Malonda n'est pas la personne qu'il nous faut pour diriger la CENI. Pourquoi? Pour des raisons suivantes. Les élections de 2018 ont été entachées d'irrégularités, de fraudes massives. Rossard Malonda était l'une des personnes qui travaillait à la CENI, qui était secrétaire général de la CENI et secrétaire exécutif de la CENI, et c'était l'une des personnes qui était l'organisateur de cette fraude électorale à l'intérieur de la CENI. Donc, quelles que soient ses compétences, nous voulons avoir une CENI nouvelle qui coupe avec les habitudes du passé. Et lui, il a trop été impliqué dans cette magouille-là. Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans ces CENI? J'arrive. Donc, Rossard Malonda ne doit pas être retenu sur cette base-là déjà. Maintenant, le processus de sélection n'a pas été transparent. Les soi-disant confessions religieuses, quand elles se sont réunies,
ont dès le départ exclu certains candidats sur des critères qui étaient anticonstitutionnels. Ils ont dit les candidats originaires du Grand Kasaï ne peuvent pas diriger la CENI. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Parce que nous avons connu avant des candidats qui étaient originaires de la partie swahiliphone d'où venait le président de la République, Kabila. Alors ces gens-là, ils ont dirigé la CENI. Pourquoi adopter une nouvelle règle aujourd'hui qui soit contraire à la Constitution? La Constitution donc dit qu'on traite tous les citoyens congolais de la même façon. On ne peut pas exclure certains pour des raisons qui ne sont pas claires. Donc, rien que sur ça, cette base de discrimination-là, il faut qu'on recommence le processus à zéro. Le choix de Malonda est nul et non avenu. Et d'ailleurs, le Conseil des ministres s'était déjà réuni là-dessus. Le président de la République s'était déjà prononcé. On avait dit que le processus de sélection de Ronsard Malonda était entaché d'irrégularités. Nous devons faire un processus nouveau, transparent, dès le départ. Je ne sais même pas pourquoi les gens continuent à manifester aujourd'hui. Parce que Ronsard Malonda n'est plus accepté, il n'est pas le président de la CENI. Officiellement, c'est d'ailleurs le Lamuka est en route pour dire non, non, non à Ronsard. Tout le monde peut dire non, et plus on va dire non, mieux ça vaut. Moi, je l'ai dit, j'ai envoyé des tweets tous les jours. Mais je considère aujourd'hui que ça ne vaut pas la peine qu'on puisse mettre les gens sur les routes, faire tuer des citoyens pour une question que moi je considère est déjà réglée. Dans vos partis politiques. Pardon? Ce sont de manière dont vous avez impliqué dans vos partis politiques. Faire marcher les militants pour les intérêts des dirigeants. Nous sommes 777 partis et regroupements politiques. Si chaque parti politique doit organiser des marches, nous pouvons organiser des marches chaque jour pendant 2 ans. Et le pays ne peut pas fonctionner. Et moi, je pense qu'il faut qu'on puisse réglementer ces choses-là pour que les marches puissent avoir des significations. La deuxième raison étant que quand on a une marche sur un sujet, il ne faut pas que chaque parti politique vienne chaque jour pour faire des marches sur le même sujet. Il y a eu une marche le 9 de ce mois, organisée par l'UDPS, le CACH et les autres. Et il y a eu beaucoup de gens, il y a eu même des morts. Pourquoi tous les autres ne sont pas sortis pour se joindre à cette marche-là? Parce que la cause était commune. Donc aujourd'hui, on veut organiser donc une autre marche et demain, on va faire une autre. Moi, je pense que c'est une distraction. On n'arrive pas à tourner le pays donc comme ça. J'apprécie le fait qu'on soit tous fâchés contre la sélection de Ronsard Malonda, mais il y a une façon de faire des choses de façon coordonnée, que les leaders politiques se parlent déjà. Je vous informe que moi, j'ai contacté certains leaders politiques et je voulais les raisonner là-dessus. Ils ont tous fui, ces leaders politiques-là. Ils disent, allons marcher, mais quand on veut les raisonner pour comprendre pourquoi, ils ne peuvent pas sortir. Je les invite dans un débat télévisé public, que chacun vienne à la télévision pour dire pourquoi il veut organiser la marche aujourd'hui sur le même sujet où l'UDPS s'est prononcé, le CAI s'est prononcé, il y a eu des morts. Est-ce que la marche d'aujourd'hui va changer quoi que ce soit par rapport à ce qui a déjà été retenu par l'opinion publique? Je ne crois pas. Donc moi je crois qu'il y a un peu trop d'individualisme dans la vie politique du Congo. Parce que vous n'avez pas le même vision, et c'est encore dans la vérité des urnes, vous êtes pour un truc, donc les Congo est maintenant divisé apparemment par de plateformes. Si on a des visions différentes, je voudrais inviter les autres à présenter leur vision. Ma vision, elle est publique, elle est connue. Ma vision, elle est axée, je veux qu'on mette l'accent sur des questions économiques, qu'on développe la RDC au profit de tous. Je veux qu'on rassemble tous les Congolais, au-delà des considérations politiques. Et quand il y a un sujet, je prends position pas parce que telle personne fait partie de l'UDPS ou bien fait partie de tel regroupement. Je prends position, nous et la force du changement, parce que ça fait du sens de se positionner sur cette question-là. Si les autres sont simplement parce que telle personne a pris position, moi je prends la position contraire, ce n'est pas comme ça qu'on développe un pays. Parlons santé, Covid-19 bientôt. Il y aura un procès contre le fonds gestion Covid-19. Les Congo, procès sur procès. Pourquoi? Quelle solution doit-elle impliquer pour éviter ces genres... La seule façon de pouvoir faire fonctionner le pays normalement, c'est d'avoir un état de droit qui fonctionne. L'état de droit veut dire quoi? L'état de droit veut dire que les 100 millions de Congolais que nous sommes tous traités de la même façon. Si Mme Kapinga aujourd'hui met ses mains dans les caisses de l'État, indépendamment du fait que je vous aime bien, je vous apprécie, vous allez être mise devant la barre. On va vous juger. Si on vous trouve coupable, vous faites les 20 ans en prison comme tout le monde. Et à la sortie de 20 ans,
vous n'allez pas exercer des fonctions politiques ou travailler dans l'administration publique pendant une dizaine d'années. Quand ce principe doit s'appliquer à tout le monde, que ce soit Mme Kapinga, que ce soit Vidal Kamere, que ce soit n'importe qui, ça doit s'appliquer à tout le monde. Maintenant, si on fait fonctionner l'état de droit, vous allez voir maintenant que les questions de gestion des fonds de Covid-19 ou bien des fonds qui viennent du tourisme ou bien des fonds qui viennent des contributions des bailleurs de fonds ou des recettes fiscales ou douanières, toutes ces questions seront réglées de la même façon. Il s'agit des fonds publics, personne ne doit toucher les fonds publics sont sacro-saints. Donc, il faut que ce principe s'applique à tout le monde et si on a cette compréhension-là, je pense que le Congo va fonctionner mieux. Sur ces plateaux, je suis accompagnée de Dr Noël Tchani, président de COFICO. Il est également président de Force pour les changements. Je clôture avec lui sur cette question liée à l'indépendance. Aujourd'hui, 60 ans jour pour jour. Le bilan très négatif pour les Congos. Le bilan est très négatif. Je suis d'accord sur tous les plans. Sur le plan politique, aujourd'hui, les Congolais ne voient pas les choses de la même façon. Vous savez, aux États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis pendant 40 ans. Vous trouvez la différence entre les démocrates et les républicains? Ils s'entretuent entre eux. Mais quand il s'agit de la question d'intérêt national, tout le monde s'aligne derrière ça. Quel que soit celui qui est au pouvoir. Ici, c'est le contraire. Donc, c'est l'individualisme poussé jusqu'à outrance. Nous l'avons fait pendant 60 ans. Et devinez quoi? Après 60 ans, nous continuons à faire la même chose avec ces histoires de marche ici. Nous n'avons pas pris la leçon. Sur le plan social, catastrophe totale. En 1960, le PIB par habitant, le niveau de vie de la population était de 1000 $. Aujourd'hui, le niveau de vie de la population est de 458 $. Nous avons perdu près de 60% du pouvoir d'achat de la population. Échec total. En 1960, on était 15 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 100 millions d'habitants avec 85% de la population active au chômage. Échec total. En 1960, on n'avait pas d'infrastructures suffisantes. Aujourd'hui, c'est même pire. Toutes les infrastructures héritées de la colonisation ont été détruites au point où moins de 10% de la population ont accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunications. Il n'y a pas de route, d'aéroport moderne, il n'y a pas de logement décent. Nous n'avons rien construit en 60 ans. Sur le plan économique, nous n'avons même pas d'entreprise maintenant. Toutes les entreprises qu'on avait, elles sont tombées en faillite à cause de harassement fiscal, à cause de la corruption, à cause du manque d'infrastructures, à cause de trop de bureaucratie. Nous ne sommes nulle part. C'est un échec total. Maintenant, un pays normal devrait se dire, faisons la table ronde après les 60 ans d'indépendance. Nous avons fait ce diagnostic-là. Maintenant, où est-ce que nous allons? Maintenant, malheureusement, les gens ne semblent pas regarder les choses dans la même direction. Donc, je voudrais encore une fois de plus dire, nous avons échoué, prenons conscience de cela, élaborons une nouvelle vision de développement et c'est pour cela que je vous propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Mettons-nous ensemble, changeons modifions cette vision pour qu'elle devienne une vision partagée. Si nous le faisons, nous allons développer la RDC au profit de tout le monde. Merci Noël Tchani, mais je vous donne quelques secondes pour essayer un peu de réveiller la jeunesse congolaise qui est d'abord abandonnée de même, qui n'est pas prise en considération par l'État congolais, sacrifiée dans de partis politiques. Vous, en tant qu'un leader politique, votre message à cette jeunesse et votre mot de la fin par rapport à cet entretien? La jeunesse congolaise ne doit pas abandonner. On dit en anglais « never give up ». Il ne faut pas abandonner, il faut continuer à être mobilisé. Mais je voudrais dire à la jeunesse que pour qu'elle puisse changer le destin de la RDC, il faut qu'elle étudie. Le travail de la jeunesse n'est pas de faire la politique. Le travail de la jeunesse, c'est d'apprendre, d'étudier, d'avoir les compétences. Si nous avons ce niveau d'études-là et une mobilisation autour d'une vision de développement, je pense que nous allons travailler ensemble pour développer la RDC, pour créer des opportunités pour vous, la jeunesse, mais également pour tout le peuple congolais. Je suis sollicité par plus de 5 universités de la RDC pour enseigner. J'espère que je vais trouver donc un terrain d'entente avec ces universités-là pour devenir professeur. On va trouver, ce n'est pas professeur d'économie de développement, mobiliser tout le peuple congolais pour avoir une vision que nous allons tous partager. Et j'espère que je vais travailler donc avec la jeunesse pour arriver donc à mettre la RDC sur la voie du développement économique et social durable qui puisse profiter à tout le peuple congolais. Nous avons trop souffert, il n'y a personne, aucun étranger qui viendra développer la RDC pour nous. C'est nous les Congolais qui avons souffert, qui devons prendre conscience de cela pour nous mettre au travail
mais autour d'un leadership éclairé et autour d'une vision de développement bien partagée par tout le monde. Si nous le faisons, la jeunesse aura un grand rôle à jouer parce que la vieille génération, là, ils sont dépassés. Nous comptons sur vous pour développer la RDC. Je vous remercie. Merci, Dr Noël Tchani. Merci à tout le monde qui aura la chance de suivre cet entretien aujourd'hui. Nous avons eu la chance de recevoir Dr Tchani Mwadi Anvita, un acteur politique congolais, un économiste, un modèle pour le jeune. Merci. Restons branchés à Magic Télévision. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro.